Bonjour à tous. Bonjour. Bonjour à tous, donc bienvenue dans notre webinaire juridique du mois de juillet. On laisse encore quelques petites secondes pour que tout le monde puisse se connecter. En attendant, n'hésitez pas à nous écrire sur le chat. Vous pouvez nous dire d'où est-ce que vous nous écoutez. Bonjour Frédéric, bonjour Annabelle, bonjour à tous. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour notre webinaire juridique de juillet. Donc ça va être le dernier de l'été. Après, on fait une petite pause sur le mois d'août et on vous retrouve en pleine forme pour le mois de septembre. Aujourd'hui, on va aborder un sujet qui a été pas mal plébiscité. C'est la vente dans le cadre d'une succession. C'est un sujet qui peut être assez délicat et qui est tout à fait commun, assez fréquent. Donc, on a jugé que c'était important de faire un petit topo sur ce point-là et de vous donner un peu toutes les bonnes pratiques si vous êtes en face d'un vendeur en cours de succession. Donc pour ceux qui nous rejoignent pour la première fois pour nos webinaires juridiques, donc je suis Roxane, je m'occupe de toute la partie marketing chez MyNotary. On a pu se croiser notamment lors de nos webinaires juridiques et aussi quand vous recevez tous les mois des mails pour vous informer des nouveautés sur l'outil et des nouveautés aussi juridiques de manière globale. Et on a la chance d'être avec Guillaume, qui est à la fois diplômé notaire et responsable juridique chez MyNotary. Pareil, donc vous pouvez le rencontrer lors de nos webinaires juridiques et puis aussi quand vous avez des questions juridiques sur le chat. Et en plus, Guillaume, il me semble que tu es assez spécialisé dans le sujet de la succession, donc ça tombe bien. Ah oui, on a beaucoup pratiqué dans les études le droit de la famille. Donc c'est un droit qui est à la croisée du droit immobilier dans cette hypothèse. Donc on va pouvoir décortiquer tout ça pour avoir les bons réflexes à adopter dans ces situations-là. Bon, super. Bon, je pense que tout le monde là est arrivé ou arrive. Donc, on va pouvoir débuter dans quelques secondes. Donc, juste pour vous rappeler, le webinaire est enregistré comme d'habitude. Vous allez recevoir automatiquement le replay par mail et vous aurez aussi une petite surprise à la fin du webinaire, une fiche pratique récapitulative de tout ce qu'on se sera dit. Donc, assez pratique si vous avez un petit doute. Comme d'habitude, n'hésitez pas à nous poser toutes vos questions sur le chat. On y répondra soit au fil de l'eau. Donc, on a aussi Eva qui est avec nous, qui est juriste chez MyNotary, qui pourra vous répondre. Et aussi, on a 5 minutes à la fin du webinaire pour vraiment vous répondre en direct à toutes les questions. Donc, on va pouvoir démarrer. Donc, Guillaume, est-ce que tu peux un peu recontextualiser le sujet, s'il te plaît? Oui, donc on va partir du postulat qu'on a vu tout à l'heure. Donc on est dans le cas d'une succession, donc un client qui arrive à l'agence, qui a déclaré avoir reçu le bien par succession. Et donc, il veut le mettre en vente. Et donc, c'est à partir de là qu'il faut avoir quelques réflexes, quelques pistes à avoir pour pouvoir gérer le dossier de A à Z. Donc, c'est vrai que c'est important au niveau de l'agence. Vous n'allez pas gérer la succession, bien évidemment. Mais bon, il faut quand même que vous soyez en face des bons propriétaires. Donc, évidemment, si la personne n'est pas propriétaire, n'est pas héritier, elle ne pourra pas vendre le bien. Il peut y avoir d'autres hypothèses où les gens déclarent être les héritiers, et finalement il y en a d'autres, etc. Donc ça peut aussi poser des problèmes pour faire aboutir la vente. Donc on va essayer déjà de comprendre les grandes étapes de la succession avec les actes qui sont délivrés par le notaire. Et on verra du coup quelques petits cas pratiques, savoir comment est-ce qu'on va gérer le dossier en fonction de l'avancée en fait de la succession qui est réglée chez le notaire. Et du coup, pour débuter, Guillaume, est-ce que tu pourrais nous rappeler un peu les différentes formalités qu'il y a suite au décès, toute la partie vraiment administrative obligatoire? Oui, alors le point de départ en fait au niveau de la succession, ça sera la délivrance d'un acte de décès. Donc c'est un acte d'état civil qui est délivré par la commune, donc qui est le document officiel qui prouve le décès de la personne, qui sera donc le point de départ. C'est ce document-là que les héritiers doivent apporter chez le notaire pour ouvrir le dossier. Sans ce document-là, il n'y a rien qui peut se dérouler. Le notaire n'a pas le droit en fait de commencer, de débuter le dossier là. Il faut d'ailleurs même venir avec un original de ce document et pas une copie. Et donc c'est bien le notaire, lui, qui va se charger de rassembler tous les éléments qui composent le patrimoine du défunt.
donc que ce soit les comptes bancaires, le mobilier, les assurances vie et évidemment tout ce qui est, biens immobiliers. Donc pour avoir la liste de ces biens immobiliers, bah, le notaire va, demander un relevé de propriété aux différents, services de publicité foncière. Donc pour avoir la liste, vraiment établie de tous ces biens immobiliers. Il peut arriver, hein, des fois que quelqu'un soit propriétaire d'un terrain ou d'un bien, il n'a pas informé forcément ses héritiers ou son conjoint et bah, là on aura un relevé, exhaustif de tout ce qu'il possède. Donc ça, c'est le côté patrimoine et ensuite, bah, le notaire va devoir lister les héritiers, avoir toutes leurs qualités, les codes-parts et si jamais il y a des héritiers qui ne sont pas connus, qui ne sont pas, trouvables, on va dire, c'est là où on va pouvoir mandater un généalogiste qui va du coup se charger de rechercher ces héritiers qui sont manquants. À savoir que, si jamais il y a aucun héritier du coup qui se présente et bah, c'est l'État qui va pouvoir réclamer la succession. Du coup, la succession vraiment de la personne, elle est composée donc de tout ce qu'on appelle l'actif. Donc c'est les biens immobiliers, les comptes et cetera, donc qui va rentrer dans le positif de la succession et d'un autre côté, on va lister aussi toutes les dettes. Donc, ça peut être n'importe quel type de prêt en cours, des impayés, fiscaux, enfin tout ce qui peut être encore dû par la personne qui est décédée et donc, la succession va faire cette, balance globale. Donc ce qui peut arriver que quand les dettes sont plus importantes que les actifs, et bah, tout simplement que les héritiers refusent la succession, puisque du coup, ils seraient dans le rouge et encore une fois, on retombe sur une hypothèse où il n'y aura pas d'héritier dans ce cas-là, où c'est l'État qui va pouvoir réclamer la succession. Donc ça peut arriver de temps en temps, quand vous avez des biens qui sont laissés un peu à l'abandon et cetera, bah, c'est très certainement que la succession était déficitaire et donc que personne n'a réclamé la propriété de ce bien. Et Guillaume, dans le cas où le défunt était marié et avait des biens en commun vraiment avec son épouse ou son époux, comment ça se passe en termes du coup, de composition de la succession? Alors, dans le cas le plus fréquent où voilà, vous avez un couple qui est marié sans contrat, donc ça sera le régime de la communauté légale qui va s'appliquer. Donc pendant tout le mariage, les biens qui sont achetés par le couple sont communs, donc les 2 en sont propriétaires. Il n'y a pas de 50-50, hein, c'est vraiment les 2 qui possèdent la totalité. Mais à partir du décès, c'est un peu comme un divorce, donc la communauté, elle est dissoute et donc on fait un partage à 50-50. La moitié qui appartient du coup au conjoint survivant reste sa propriété. L'autre moitié va retomber automatiquement dans la succession et donc c'est sur cette autre moitié que les héritiers auront des droits. Donc ces héritiers qui seront du coup, heu, la plupart du temps donc les enfants, mais également le conjoint survivant. Donc c'est pour ça que le conjoint qui survit, au défunt, ah bah, il possède la plus grande partie de la succession, de par la communauté qu'il avait avant le décès et les droits qu'il a dans la succession. OK, très clair. Et donc maintenant qu'on a vu, hein, on a bien abordé ce côté, composition de la succession, qu'en est-il des héritiers? Comment ils sont définis? Le rôle du testament, comment ça se passe un peu toute cette partie-là? Oui, alors très simplement, encore une fois, hein, c'est pas à l'agence que vous allez régler la succession, mais c'est quand même intéressant d'avoir les principaux ordres d'héritiers pour, savoir si la personne que vous avez en face de vous déjà a le potentiel pour être héritier. Donc déjà, c'est la loi qui détermine, les ordres d'héritiers quand il n'y a pas de testament qui a été fait. Donc c'est la loi qui les impose, donc c'est quelque chose de très classique, donc ça va être les enfants, les petits-enfants. S'il y en a pas, ça sera le conjoint. S'il y a pas de conjoint, pas d'enfant, ça remonte aux parents, aux frères et sœurs et cetera. Donc il y a toute la famille qui sera représentée, donc qui viendront chacun successivement aux ordres et en revanche, si le défunt a fait un testament et bah, il peut attribuer, certains biens à des personnes définies. Donc ils sont pas forcément, dans le cadre de sa famille. On garde la liberté de léguer par testament, à n'importe qui. Dans une certaine limite qu'on verra juste tout à l'heure. Donc c'est un bon outil pour anticiper la succession et la plupart du temps, le testament est quand même fait justement en l'absence de famille proche pour léguer à quelqu'un qui n'est pas dans l'ordre des héritiers, classiques. Donc la certaine limite du testament, c'est la réserve. Donc c'est certains héritiers qui sont dits réservataires par la loi. Donc les héritiers réservataires doivent obligatoirement recevoir une part dans la succession. Il n'y a pas de possibilité de les déshériter. Donc la loi en a fixé que 2 aujourd'hui, donc c'est les enfants du défunt. Donc si vous avez, un enfant,
il doit forcément recevoir une part dans la succession. S'il y a plusieurs enfants, qu'il y en a un qui est prédécédé, bah, ça sera donc les petits-enfants qui hériteront à leur place, qui seront également réservataires. Et si jamais il n'y a pas d'enfant, mais que la personne a été mariée, c'est le conjoint qui sera réservataire. Donc il devra aussi recevoir une part. Donc la loi a voulu vraiment que la famille très proche puisse garder le maximum de biens dans la succession. Et donc, au-delà de cette réserve héréditaire, il y a quotité disponible. Donc c'est la partie de la succession que le défunt peut léguer librement. Si jamais donc le testament dépasse cette quotité disponible, les héritiers réservataires ont le droit de réclamer le montant qui empiète sur leur réserve. Donc c'est pour ça que le testament, d'un côté, vous pouvez léguer ce que vous voulez à n'importe qui, dans cette limite du coup de la réserve. Donc s'il y a des enfants, vous ne pouvez pas faire ce que vous voulez non plus. C'est intéressant à garder ça en tête parce que du coup, si vous avez quelqu'un qui se présente à l'agence, que vous savez ou que vous pensez que le défunt avait des enfants et que c'est pas un enfant que vous avez en face de vous, bah, vous pouvez savoir déjà que dans la plupart des cas, il y aura un problème et que c'est l'enfant du défunt qui devra avoir des codes-parts sur ce bien. Donc c'est déjà un premier élément à avoir. Oui, Là, non, oui, on a finalement, juste repris. c'est pas possible de déshériter quelqu'un. En fait, quand on dit un peu communément dans la langue française, je vais te déshériter, c'est un enfant aura forcément une part de l'héritage, du défunt, finalement. Ouais, c'est ça. Donc c'est pour ça qu'on a remis le petit schéma. Donc en fonction du nombre d'enfants, la quotité disponible se réduit. Et donc c'est vraiment que ça qui sera disponible pour être légué. Donc c'est pas possible en droit français de déshériter ses enfants. Même de son vivant, on va dire, puisque toutes les donations qui sont faites du vivant de la personne, elles sont récapitulées dans sa succession. Donc si jamais il y a quelqu'un qui a été plus avantagé par donation du vivant, eh ben l'équilibre sera établi lors de la succession. Donc quoi qu'il arrive, il y aura toujours des garde-fous pour que ces héritiers réservataires aient une quote-part dans la succession. Très clair. Et en ce qui concerne le conjoint du défunt, est-ce qu'il a il y a des droits particuliers? Comment ça se passe? Oui, donc le conjoint, ça a mis du temps à se mettre du point de vue législatif, mais depuis les années 2000, du coup, les droits du conjoint ont été beaucoup renforcés. Donc, il y a plusieurs détails, il y a plusieurs cas de figure, donc en fonction de si les enfants sont communs au couple ou s'il y a des enfants d'un autre mariage, et cetera. Mais globalement, le droit le plus protecteur qui existe, donc c'est le droit viager au logement, qui existe au profit du conjoint. Donc il a le droit de réclamer ce droit-là. Donc c'est un droit, voilà, très, très classique viager, qui donc même les héritiers ne peuvent pas mettre ce conjoint dehors, donc c'est pour le protéger en cas de conflit. Il y aura toujours également une quote-part qui revient au conjoint dans la succession, donc ce qu'on a vu tout à l'heure. Il récupère sa partie de communauté et sur la partie de succession, il a aussi des droits, donc qui sont variables en fonction de différentes options, en fonction de donations qui ont pu être faites aussi entre époux. Donc ça, c'est un petit peu plus technique, donc on ne va pas rentrer dans les détails. Mais en tous les cas, le conjoint possède toujours des biens spécifiques dans la succession. Ce qui n'est pas le cas du coup pour un partenaire qui est pacsé. Donc quand vous faites un PACS, vous n'êtes pas automatiquement héritier. Donc c'est quelque chose qui est souvent rappelé par les notaires lors des acquisitions. Donc dès que vous vous pacsez, le conseil qui est prodigué, hein, c'est de faire un testament. Sinon, bah, vous n'êtes pas du tout héritier. Vous conservez votre moitié du bien, ou en fonction des codes-parts d'acquisition, et l'autre partie retourne intégralement dans la succession. Donc, vous pouvez vous retrouver avec les enfants du défunt, voir ses parents s'il n'y avait pas d'enfants, etc. Ça peut être des situations assez complexes. Donc, dans ce cas-là, il suffit de faire un testament. Il n'y a pas non plus de fiscalité au profit des conjoints et des partenaires pacsés. Donc, vraiment, le testament, je veux dire, il est presque obligatoire dans ce cas-là. Donc, si jamais vous avez du coup une situation avec un défunt qui était pacsé mais qui n'avait pas de testament, ben, le partenaire n'aura que la moitié dans ce cas-là. Merci Guillaume. Du coup, on a bien abordé toute la partie, composition de la succession, héritier. Maintenant, je pense que ça serait, bien qu'on puisse aborder en pratique, quel réflexe à avoir, pour les professionnels de l'immobilier quand ils se trouvent en face d'un vendeur, qui a hérité ou qui va hériter.
J'imagine, du coup, il y a plusieurs hypothèses. Si, par exemple, prenons le cas peut-être le plus simple d'un vendeur qui a déjà réglé, enfin, voilà, d'un ou des vendeurs qui ont réglé totalement la succession, comment ça se passe dans les faits? Donc oui, c'est une situation qu'on va retrouver assez souvent. Donc dans ce cas-là, on peut savoir que la succession est réglée car le notaire a pu délivrer du coup, certains documents qui ont déjà été signés. Donc on aura un premier acte qui est l'acte de notoriété, donc qui permet de déterminer les héritiers tout simplement et leur qualité. Donc c'est un document qui est officiel, hein, signé aussi par le notaire qui permet à chaque héritier de bien prouver qu'il est héritier. On a une petite dédicace à certains Alsaciens mosellans s'il y en a dans le chat. Ce document change de nom en Alsace, il s'appelle, l'affirmation sous la foi du serment, mais c'est exactement la même chose, c'est juste le nom qui change un petit peu et comme j'ai travaillé beaucoup en Alsace, bah, je tenais quand même à faire la petite, distinction et donc c'est vraiment le document officiel, c'est le minimum à avoir en fait, hein, pour être sûr que la succession est terminée. Il peut y avoir du coup ensuite une attestation de propriété immobilière. Donc ça, c'est le document qui va vraiment transmettre la propriété aux héritiers et qui va être publié au fichier immobilier. Donc comme ça, le transfert de propriété sera vraiment effectif. Donc là, vous êtes sûr à 100% que les propriétaires sont définis dans cet acte. Donc c'est l'idéal. Et il peut y avoir, dans certains cas, un acte de partage supplémentaire. Donc c'est le cas où un héritier voulait récupérer le bien en totalité. Donc du coup, on a eu le transfert de sa quote-part dans une première étape et ensuite le rachat des parts des autres héritiers dans l'acte de partage. Dans ce cas-là, en fait, la seule particularité, c'est que vous aurez 2 origines de propriété, une dans la succession avec l'attestation de propriété et l'autre par le partage avec l'acte de partage. Mais au-delà de ça, du coup, vous avez tous les éléments nécessaires avec ces trois documents, donc avec l'acte de partage qui est facultatif, et donc là, il y a aucune difficulté qui se pose dans ce cadre-là. Vous avez, tous les éléments nécessaires pour lancer votre dossier et le mener à bien. Et Guillaume, si on se trouve dans l'hypothèse où les héritiers sont très pressés, veulent vendre rapidement, que la succession est en cours mais pas encore terminée, j'ai l'impression que c'est une situation qui est plus complexe à gérer. Comment faire pour le professionnel de l'immobilier? Oui, du coup, il peut y avoir cette hypothèse où les héritiers, dès le décès, savent qu'ils vont pas garder le bien en question et donc ils veulent le mettre en vente le plus rapidement possible. Donc là, il faut bien être vigilant. Donc il faudrait au moins qu'il y ait un premier rendez-vous avec le notaire qui ait été effectué, au moins pour que le dossier soit ouvert. Tout simplement pour avoir une idée des délais, hein, du règlement de la succession, pour que le notaire puisse vous communiquer à peu près les grandes dates. Oups, pardon, petit problème de webcam. Hem, donc l'essentiel, c'est de savoir qui sont les héritiers, qui sont les propriétaires, même si les actes ne sont pas forcément tous encore signés. Parce que du coup, comme je vous l'ai dit en introduction, si vous oubliez un héritier, bah, vous pouvez un petit peu avancer, mais au final, la vente ne pourra pas aboutir. Ou du moins, vous pourrez recommencer à zéro si jamais on se rend compte qu'un héritier a été oublié. Donc l'idéal dans ce cas-là, ça serait quand même d'avoir un acte de notoriété, donc ou à défaut d'avoir un acte de décès livré de famille pour avoir le nom des enfants du défunt, parce que du coup, il y a de grandes chances que ce soit eux les héritiers. Si possible, vous pouvez aussi demander au notaire, si jamais c'est vraiment très pressé, de délivrer une attestation dévolutive, donc qui va être un document préalable à tous les autres, qui va permettre pardon, de lister tous les héritiers. Alors c'est peu fréquent que le notaire les fasse parce qu'ils aiment bien attendre et que tout soit carré et faire un acte de notariété à la fin. En tous les cas, si vous avez du coup la certitude d'avoir les bons héritiers, les bons propriétaires en face, vous allez pouvoir signer un mandat sans problème. En tous les cas, il faudra bien que tous les documents de la succession soient signés, antérieurement à la vente et la plupart du temps, quand les héritiers ont bien fait part de ça au notaire, bah, en fait, tout se signe le même jour. Les actes de l'attestation de propriété et la vente, comme ça tout est cumulé, il y a pas besoin de faire plusieurs rendez-vous et la plupart du temps, en plus, c'est le prix de vente qui va payer les différents frais de succession. Donc ce qui est important dans ce cadre-là, c'est vraiment d'être en contact avec le notaire pour qu'on ait un calendrier des différentes, deadlines et d'être sûr de pouvoir signer, à temps.
Et merci Guillaume. Et si on se trouve dans l'hypothèse où la succession n'est pas du tout entamée, est-ce qu'il y a des recommandations, des risques pour les agents immobiliers? Alors, dans cette hypothèse-là, c'est vraiment très compliqué de s'avancer. Donc, c'est vrai que signer un mandat ou autre, c'est très compliqué. Donc, à moins de vraiment connaître la personne, de connaître la famille, d'être sûr qu'il n'y a qu'un enfant unique ou ce genre de choses, à la limite. Mais sinon, il y a trop de risques en fait, donc de pas connaître tous les héritiers. Quand c'est dans le cadre, d'une succession où il y a pas d'enfants, où ça remonte aux parents, aux oncles, aux cousins et cetera. Là, c'est hors de question puisqu'il faut vraiment définir les quotes-parts et tous les héritiers. Et le deuxième problème qui peut se poser, c'est, les différents délais, donc par rapport aux documents à régler. Que tant que vous n'avez pas de calendrier fixe par le notaire, c'est compliqué de se projeter sur une date. Si vous trouvez un acquéreur rapidement ou autre, bah, il est possible que le dossier prenne plus de temps que prévu. Parce que c'est toujours dans ces cas-là que le dossier, heu, trouve une difficulté particulière qui va allonger les délais. Donc vraiment dans ce cas-là, on ne peut pas conseiller d'avancer, hein. Vraiment, il faut que les clients voient au moins le notaire une première fois, que tout soit ouvert, que tout soit carré pour qu'on puisse, avancer sereinement. Et on a une question qui est souvent posée par nos utilisateurs, c'est qui est-ce qui doit signer quoi? Est-ce que tous les actes doivent être signés par tous les héritiers? Est-ce que tous les héritiers doivent être d'accord pour la vente pour qu'elle puisse aller à son terme? Alors après, comme une vente classique, tous les actes doivent être signés par tous les propriétaires. Donc tous les héritiers devraient signer ce mandat. Même dans le cas où vous avez un conjoint qui n'a qu'un droit d'usufruit, par exemple, donc ce conjoint-là doit bien signer le mandat, parce que le droit d'usufruit sera vendu aussi. Donc vraiment, tout le monde doit intervenir à l'acte. C'est vraiment un critère essentiel. Maintenant, heu, le mandat reste valable s'il n'est pas signé de tous. Je crois qu'on en reparlera un petit peu tout à l'heure. Donc ça reste une exception qui peut être utile, mais qui est à manier avec précaution. La chose sur laquelle on va peut-être un peu plus insister, c'est lorsque l'un des héritiers est mineur, donc ça peut arriver, hein, malheureusement. Donc dans ce cas-là, c'est un système de représentation comme la tutelle, hein, qui s'applique. Donc dans le cadre d'un mandat, comme, les propriétaires sont pas encore dessaisis du bien, bah, le représentant légal peut signer le mandat à la place du mineur. Donc ça sera le parent survivant s'il est encore là, voire un tuteur qui a été désigné. Par contre, pour la signature d'un avant-contrat type compromis ou autre, bah, l'autorisation du juge des tutelles sera nécessaire. Donc c'est un régime de capacité, que ce soit une minorité ou quelqu'un placé sous tutelle, ça sera le même principe. Et pour ceux qui utilisent MyNotary, si vous avez déjà eu le cas d'un vendeur mineur ou sous tutelle, bah, vous verrez qu'on vous accompagne sur les différentes étapes. Donc on vous demandera si les autorisations étaient obtenues au niveau des ordonnances, des autorisations spéciales, etc. Comme ça, vous saurez exactement à l'instant T les documents qu'il vous faut pour avancer dans le dossier. Donc on peut enchaîner sur le mandat qui ne serait pas signé par tout le monde. Donc il peut y avoir 2 hypothèses où vous pouvez rencontrer ce cas. Soit le cas d'un héritier qui pose problème, qui est en conflit avec les autres et qui n'a pas forcément envie de vendre. Soit un héritier qui est identifié, mais qui n'a pas encore pu être, contacté, parce qu'il peut vivre à l'étranger, il peut vivre à un endroit qu'on n'a pas encore pu déterminer. Donc dans ce cas-là, il est toujours possible de faire signer un mandat avec les héritiers qui sont présents. Donc, il a été souvent jugé, même toujours jugé, que le mandat reste valable envers les propriétaires qui l'ont signé. Donc, vous pourrez commencer dans cette hypothèse tout ce qui est commercialisation, publication d'annonces, visites, etc. Par contre, évidemment, pour la signature d'un compromis ou d'un avant-contrat, là, il faudra la signature de tous. Donc, si vous êtes vraiment pressé, vous savez qu'il y a des acquéreurs, etc., vous pouvez commencer. Mais il faut savoir que si vous n'avez pas réglé le problème pour la signature du compromis, bah, vous allez quand même être bloqué sur la vente. Donc c'est un bon moyen pour avancer, mais c'est pas non plus la solution miracle. Donc il faudra aussi, manier ce mandat avec précaution. Et il reste un cas, en cas vraiment de conflit, donc ça peut arriver, hein, entre propriétés, entre héritiers. Donc il y a une indivision entre tout le monde. Il y en a un qui bloque,
un ou plusieurs d'ailleurs. Et donc dans ce cas-là, la vente ne peut pas aboutir. Et ben, il y a plusieurs procédures qui peuvent exister, notamment celle qu'on a repris sur la diapo. Donc si vous avez, 2/3 des héritiers, c'est-à-dire 2/3 de quote-part qui souhaitent vendre et un tiers qui bloque, vous avez la possibilité un peu de forcer la vente. Donc dans ce cas-là, c'est un document qui est reçu par le notaire qui constate que, voilà, il y a 2/3 des quotes-parts qui sont réunis pour la vente, qu'il y a un blocage. Il notifie ce document à l'héritier qui est récalcitrant et s'il décide de refuser malgré tout, et ben c'est une procédure judiciaire qui s'enclenche et le juge peut prononcer la vente sous certaines conditions. Il veillera juste simplement à ce que, l'intérêt de l'héritier récalcitrant ne soit pas lésé. Donc il faudrait vraiment pas que ce soit en fait que les héritiers qui veulent vendre veulent forcer à tout prix sans raison. Il faut vraiment que ce soit un refus obstiné de la part du récalcitrant pour que ça puisse passer. Mais du coup, cette procédure est simplifiée, ça engage pas de grosses procédures, judiciaires, donc c'est un peu simplifié. Maintenant, c'est vrai que les notaires n'aiment pas trop cette procédure comme elle est un petit peu contentieuse. C'est des choses qui peuvent prendre du temps, donc ça là, vous êtes bien parti sur 4-5 mois de procédure. Donc c'est pas l'idéal, mais ça reste une solution pour avancer, pour déclencher la vente, au final. Eh bien, merci beaucoup Guillaume. On va pouvoir passer au petit temps, il nous reste à peu près, 5 minutes de questions-réponses. Alors j'ai déjà vu passer une question de Frédéric qui demandait quels conseils, tu pourrais donner pour minimiser les coûts, et maximiser les avantages fiscaux pour les héritiers? Alors tout ce qui concerne en fait l'optimisation, il faut vraiment qu'elle se fasse du vivant des personnes. Donc quand vous avez un portefeuille de clients, vous savez qu'ils ont un petit patrimoine immobilier, vraiment il faut les inciter à faire des donations en fait, puisque tout ce qui sera fait du vivant, ça sera ça de moins à faire lors de la succession. Donc c'est vraiment le gros conseil qu'on puisse faire, c'est ça. Une fois que la succession est ouverte, bah, entre guillemets, c'est un peu trop tard, quoi. C'est la loi qui va s'appliquer et malheureusement, il y aura pas grand chose à faire. Donc, il pourra toujours y avoir des optimisations par rapport aux droits du conjoint, dont je vous ai parlé tout à l'heure. Donc, en fonction de ce que le conjoint, prendra dans la succession, ça va plus ou moins augmenter l'actif, au profit des héritiers. Donc ça permet de le diminuer, par exemple, et de payer moins d'impôts de succession dans ce cas-là, en sachant que la plupart du temps, dans une succession classique, dans une famille, le conjoint prendra un droit d'usufruit sur la succession. Les enfants récoltent la nue propriété, donc ce qui fait baisser les droits de succession. Et lors du décès du second conjoint, du second parent, eh bien l'usufruit s'éteindra automatiquement et les enfants récupéreront la totalité de la propriété sans frais et sans documents à régulariser. Donc l'optimisation se fera vraiment, côté d'option du conjoint et donc ça se réglera plutôt côté notaire. On a une question aussi de Fanny qui demande sur le mandat de vente My Notary, comment le rédiger s'il manque un membre de l'indivision qui n'est pas, enfin, que l'on ne retrouve pas? Alors dans ce cas-là, vous pouvez le mettre, en tant que propriétaire. Vous pouvez juste indiquer qu'il est, les raisons de sa non-signature, donc impossible de manifester sa volonté, introuvable et cetera. Donc juste pour préciser qu'il fait bien partie des propriétaires, mais qu'il n'est pas signataire et du coup, le mandat qui est signé comme ça, eh ben, il sera, imposable, on va dire, il sera, opposable, je trouvais plus le mot, opposable aux héritiers qui l'ont signé. Donc ça vous permet de débuter un peu le dossier. Après encore une fois, hein, si vous ne retrouverez jamais cet héritier, vous n'arriverez jamais à le contacter, bah, malheureusement ça sera compliqué d'aller au-delà du mandat, puisqu'il faudra sa signature pour le compromis et la vente. Merci Guillaume. On a également Karine qui nous demande si l'attestation de dévolution, heu, pardon, a la même valeur, juridique qu'un acte de notoriété. Est-ce qu'elle suffit pour justifier les propriétaires? Alors oui, c'est un document qui suffit pour faire la plupart des démarches, donc pour prouver la qualité d'héritier. Elle est notamment produite pour des banques ou des assurances vie.
Donc bien évidemment, le vrai document officiel restera l'acte de notoriété qui sera fait, systématiquement. Donc c'est vraiment ce document-là qui est prévu par la loi qui sera régularisé. Mais avec cette attestation-là, bah, le notaire prend déjà la responsabilité de vous dire: «Voilà, j'ai déjà identifié les héritiers et dans l'attente de délivrer les documents définitifs et officiels, bah, je vous atteste que ces héritiers-là sont bien les héritiers du défunt à telle hauteur». Donc ça vous permet de débuter, hein, les premières démarches, mais ça ne va pas empêcher la délivrance de l'acte de notoriété à la fin. Parfait. On va pouvoir traiter les 3 dernières questions là qui sont apparues. Alexandre qui demande si la vente en succession peut intervenir lorsque le donateur est encore vivant? Alors vous avez une hypothèse effectivement, quand vous avez donné, quand vous avez quelqu'un qui a donné une maison qui est ensuite vendue, donc si on part sur une hypothèse classique, hein, des parents qui ont donné une maison à un enfant et l'enfant qui vend par la suite la maison, donc c'est tout à fait possible. Par contre, il faudra obtenir les accords des donateurs, puisqu'ils peuvent s'être réservés un droit, donc un droit d'usufruit ou différents droits qui sont prévus dans les successions. Et vous devrez aussi, la plupart du temps, obtenir l'accord des autres héritiers. Parce que comme je vous l'ai dit tout à l'heure, la donation, en fait, sera reprise dans la succession. Et donc, c'est au niveau de la succession qu'on déterminera si un héritier a été avantagé par rapport à l'autre. Et donc, il y a une petite hypothèse qui existe. Si jamais un héritier a effectivement été plus avantagé que l'autre, bah, l'autre peut réclamer sa réserve et Mmh. si, l'héritier en question n'a pas les fonds nécessaires pour l'indemniser, et ben, on a le droit d'annuler la vente et de faire rebasculer la maison dans le patrimoine de l'héritier. Donc c'est pour ça que, dans ces cas-là, quand vous avez un bien reçu par donation, les notaires vous demandent l'intervention, l'accord des cohéritiers qui vont du coup attester qu'ils ont bien eu connaissance de la vente et que du coup, ils vont s'interdire de faire ce genre d'action et de réclamation. Comme ça, au niveau de l'acquéreur, c'est clair, il aura pas de problème ou de remise en cause de son acte. Donc il y a un petit point de vigilance effectivement à avoir quand un bien est vendu qui est reçu par succession. On a encore 2 questions. Après, on vous enverra la fiche pratique récapitulative, et après, si vous avez encore des questions, n'hésitez pas à écrire sur le chat, My Notary, hein. Vous savez, on répond à toutes les questions juridiques. Donc Dorothée demande si dans le cadre de l'usufruit, la part du conjoint augmente avec les années? Non, du coup, c'est l'inverse. La valeur de l'usufruit diminue en fonction de l'âge. Donc, c'est un barème, hein, fiscal, hein, qui a été imposé. Donc, en France, on a estimé que plus on vieillit et moins on a de valeur. Donc, la valeur référence, en fait, c'est 51 ans, donc c'est 50 d'usufruit et après ça diminue par tranche de 10 ans, donc jusqu'à 90 ans où là, l'usufruit ne vaudra plus que 10. Donc en fait, effectivement, la valeur de l'usufruit diminuera, en fonction de l'augmentation de l'âge de la personne. Parfait. Et enfin, la question de Frédéric, dans le contexte de la vente d'un bien en succession, quelles sont les éventuelles responsabilités du mandataire immobilier vis-à-vis des héritiers? Alors par rapport aux héritiers, il y aura pas forcément grand-chose. Ça serait peut-être plus par rapport à l'acquéreur, puisque si les héritiers vous indiquent qu'ils sont eux-mêmes héritiers alors que ce n'est pas le cas, bah, ça sera un peu de leur faute, c'est eux qui seront en tort. Par contre, si effectivement vous avez fait signer, alors ce ne sera pas au niveau du mandat, mais au niveau d'un avant-contrat, vous n'avez pas fait signer tous les héritiers par exemple et que la vente, n'aboutit pas, bah, il est possible que l'acquéreur vous dise: «Bah, on a quand même signé quelque chose qui n'était pas valable, vous nous avez assuré que c'était tous les propriétaires». Donc, il pourrait se retourner éventuellement contre vous. Donc c'est pour ça que ça rejoint un peu la dernière question. C'est essentiel d'avoir vraiment les héritiers qui sont prédéfinis, que vous ayez la certitude de qui ils sont et d'avoir en fait ce contact avec le notaire. C'est parce que c'est lui qui va un peu dicter, hein, la procédure dans la succession. Donc c'est vraiment, suivre avec lui les différentes étapes. Comme je vous disais, hein, c'est l'ouverture du dossier. Ensuite, s'il y a vraiment un caractère d'urgence, quelqu'un qui est pressé, une attestation d'évolutive. Ensuite, ça sera un acte de notoriété, pardon. Donc ça, c'est vraiment les prérequis et ensuite, bah, la transcription au fichier immobilier, ça se fera le jour de la vente sans problème. Mais donc c'est ça au niveau des grandes étapes et c'est vraiment le notaire qui décidera de tout ça.
Parfait. Alors on a Eva qui vous a partagé du coup le lien de la fiche pratique. Donc, il y a quelques questions. Voilà, c'est un petit questionnaire pour nous aider à améliorer toujours les webinaires et après vous accédez à la fiche pratique. Donc n'hésitez pas à cliquer dessus. Vous l'aurez aussi dans le mail avec le replay du webinaire que vous allez recevoir dès qu'on va terminer l'événement. Eh bien, on va pouvoir clôturer du coup ce webinaire sur la succession. Merci beaucoup à vous tous d'avoir été présents, d'avoir posé vos questions. On espère que ça vous a plu et on vous souhaite un très bon été. On vous retrouve pour les prochains webinaires en septembre à la rentrée. Et puis en attendant, n'hésitez pas à nous contacter aussi si vous avez des questions juridiques. Voilà, on vous souhaite une très très bonne journée. Bonne journée à vous. Au À revoir, bientôt. merci. Au revoir.